Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve cette semaine pour parler de la 20e journée et de tout ce qui s'est passé cette semaine. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode. Let's go! Nouvel épisode d'MLS Time cette semaine, un peu spécial puisqu'il y a le All-Star Game avec tous les meilleurs joueurs depuis le début de saison de MLS qui y sont. Donc cette nuit, donc là on est mercredi 23, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, vous allez avoir le match des All-Stars. Alors attention, sachez-le tout de suite pour vos équipes dans les jeux fantasy ou vos paris sportifs ou autres pour les joueurs, que certains joueurs peuvent être amenés à tourner ce week-end. Bon, je pense pas, on va y venir un petit peu plus tard, hein. Même Carles Reed en a parlé, comme quoi il espérait jouer ce week-end. Les temps de jeu vont pas être énormes à mon avis, vu que c'est un peu un match pour briller. Cette nuit c'était le concours d'agilité. Mais sans plus attendre, on va passer à ce qui nous intéresse. C'est un point classement, puisqu'on est à 10 journées. Alors il y a les midweek qui comptent pour des journées en MLS, mais on est à 10 matchs maintenant de la fin de la saison régulière pour la majorité des équipes. Et des équipes se dessinent, des équipes sont un peu lâchées. On va commencer par la conférence Ouest où San Diego est toujours en tête, suivi de Vancouver et Minnesota pour fermer le podium. Alors elles se tiennent entre 42, 43, 41 points. Seattle a 4 points derrière, 4e, mais attention, LAFC 36 points, 21 matchs. Ils ont donc LAFC 3 matchs de retard sur San Diego, donc ils peuvent repasser premiers s'ils font 3 victoires. Ils sont sur une grosse dynamique. Ensuite, on a Portland, les Rapids, Austin, San Jose qui est 9e avec 29 points et suivi donc hors de la zone playoff par Salt Lake, Houston qui sont à 28 et 27 points, Dallas 24, Dallas 25, excusez-moi, Kansas City 24. Donc ces équipes-là, hein, jusqu'à la 13e place à l'ouest, c'est encore jouable. Bien sûr, Saint-Louis 18 points avant-dernier et LA Galaxy n'a que 16 points. Donc pour moi, ces deux équipes-là, c'est déjà plié. Mais par contre, Kansas City 24 points et San Jose qui est à 29 points. On est encore sur des équipes qui peuvent postuler aux playoffs, tout à fait. Du côté de la conférence Est, c'est également très très dense. Et là, c'est en tête, surtout Cincinnati, leader avec 48 points. Suivi de Nashville 47, Philadelphie 47. Ils ont la même différence de but, les mêmes résultats, Nashville et Philadelphie. C'est quand même assez fou, mais c'est pas étonnant. Ces deux équipes qui ont un jeu, alors pas similaire, mais des profils d'équipes qui se ressemblent. Columbus 4e avec 44 points. À signaler que Cincy, Nashville, Philly et Columbus ont 24 points. Et que bien sûr l'ogre, est-ce qu'on peut l'appeler l'ogre Miami, enfin l'ogre Messi qui a réveillé Miami, est 5e avec 41 points, donc 7 points de retard sur Cincy en tête, mais 3 matchs de retard, donc potentiellement comme LAFC, Miami peut reprendre la tête. Orlando est 6e avec 38 points. Charlotte, New York City, 35 points, 7e et 8e, New York City qui est là, hein. Et New York Red Bull avec 33 points, 9e. Ce serait dingue quand même d'avoir un play-in entre NYCFC et New York Red Bull. En tout cas, 10e et qui n'est pas dans la zone, c'est Chicago, 32 points. Ensuite, c'est là où on a des équipes décrochées, puisque 7 points derrière avec 25 points, il y a les Ravs. Toronto a même 11 points de retard. Atlanta en a 12, DC 19 points, Montréal de 15 points. Pour moi, Toronto, Atlanta, hormis d'un miracle, ça me paraît très très compliqué qu'ils puissent récupérer 14 et 13 points sur la deuxième partie de saison. New England, va falloir qu'ils enchaînent parce qu'ils sont pas dans une bonne dynamique, mais voilà, on va voir tout ça dans cet épisode. On passe tout de suite aux Actu Club. Donc l'Actu Club, on va commencer par Charlotte. Donc il y a une info comme quoi Cruz Azul, donc le club mexicain, a refusé une offre de prêt de Charlotte pour Georgios Giakoumakis. Vous savez que Patrick Aguemang est parti à Derby County. Pour l'instant, ils ont Toclomati devant, ils ont un spot d'IP libre. Et Georgios Giakoumakis qui revient dans pas mal de rumeurs. Il y a LAFC qui est aussi intéressé, hein, puisque pour le moment, ils ont Nathan Ordaz devant. Mais il a plusieurs pistes, hein, Giakoumakis en Europe, dans le Golfe.
Donc voilà. En tout cas, Charlotte a les droits de découverte. Donc comme vous savez, hein, les droits de découverte, c'est qu'ils peuvent négocier avant les autres et que si par exemple LAFC vient à faire un deal, bah, ils devront à peu près 500 000 dollars à Charlotte. Voilà, c'est ce qu'il y a en MLS. J'en avais parlé dans un des premiers épisodes. Dean Smith a également déclaré dans la conférence d'après-match donc du week-end dernier que Liel Abada s'était blessé à l'aine vendredi à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué, mais il devrait être de retour pour le match face à Toronto. Et Charlotte surveille, bon, vous voyez, encore un attaquant, alors Patrick Aguemang, non, lui il est parti. Charlie Kellman, qui joue à QPR en Angleterre. Donc il y aurait eu une première offre de refuser, à voir si Charlotte va insister, mais Charlotte cherche clairement un numéro 9, même si Toclomati est très prometteur et très intéressant. Ils veulent faire un numéro 9 DP, voilà, soyez-en sûrs, qu'ils vont signer un DP cet été à mon avis. LAFC, donc j'en parlais, qui est aussi sur le coup de Giacomakis, a prolongé le prêt, vous savez, de Javero Dilrosun. Donc il est prêt, il pourra jouer dès ce week-end, puisqu'on rappelle, hein, le mercato en MLS ouvre demain, le 24 juillet. Et donc toutes les signatures qu'il y a déjà eu pourront être éligibles à partir de demain. Donc ça veut dire que ce week-end, les premières recrues peuvent jouer en MLS. Également une info, parce que ça revient régulièrement, Denis Bouanga au Mexique, Club América. Ça a été démenti par Tom Bogert et franchement pour connaître un peu l'entourage, certaines personnes qui côtoient un peu Denis Bouanga, il a aucune envie d'aller au Mexique. Je pense que lui, s'il revient un jour quelque part, ce sera en Europe, mais il est très très bien à LAFC. On passe à Columbus, donc Columbus qui est sur Abu Ali, enfin Wessam Abu Ali de Al Ali. Donc selon Tom Bogert, il n'y a pas d'accord, ça négocie, Columbus a d'autres cibles pour le poste de DP. Mais ce qui est curieux, c'est que Transfermarkt a déjà validé le transfert sur son site. Et ça me paraît complètement fou. Et sachant que le joueur en plus a fait une vidéo carrément pour Al-Ali pour dire qu'il était désolé de la situation. C'est assez fou. Mais Columbus s'est ajouté également à la liste pour Giacomakis. Je relis mes notes en même temps. Vous voyez, Columbus qui a plus coup de chaud, je pense qu'ils le ressentent cette saison, ça leur fait beaucoup de mal, qui va aller chercher un numéro 9. Donc je pense Charlotte, LAFC, Columbus, soyez sûr que c'est trois clubs où il va y avoir des rumeurs sur les attaquants des numéros 9. On a même j'en parlerai enfin, un attaquant qui joue en Belgique, où je crois Columbus et LAFC sont dans la liste. On passe à NYCFC, donc le départ de Monsef Bakrar est proche, et il devrait s'engager au Dynamo Zagreb. Un flop carrément, hein. Lui on va pas hésiter, Monsef Bakrar c'est un flop pour le moment en MLS. Pascal Janssen a également dit que Keaton Parks était toujours en convalescence, mais qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas encore. Il a été très énigmatique, donc peut-être que c'est plus grave ou moins grave que prévu, mais en tout cas, on nous cache des choses du côté de NYCFC, qui finalise l'accord actuellement pour signer Raúl Gustavo, qui joue jusqu'à présent à Ferencváros. C'est un défenseur central qui a déjà été entraîné par Pascal Janssen et qui devrait signer pour 1 million d'euros quand même, donc un beau transfert. Du côté d'Atlanta, donc Atlanta aurait soumis une offre au latéral d'Offenheim, Valentin Gendré, qui serait évalué à 6,5 millions de dollars, plus 1 million de bonus. Les négos sont à leur début, j'espère qu'elles vont pas aller au bout parce que ça paraît complètement fou. Ouais, on rappelle que Brooks Lennon, cette saison, c'est une catastrophe. Il a même perdu son poste, c'est le jeune Edwards qui joue, donc je pense que Atlanta est enclin à vouloir le remplacer. Atlanta est sur le point de signer Steven Alzate, qui a joué au Standard de Liège. Nico 8 de Pique m'en a dit de très bonnes choses. La plupart des gens m'ont dit que c'était plutôt un bon joueur et il va remplacer Mateusz Klitsch, dont Atlanta a mis fin à leur collaboration. Donc Alzate, ce sera 1 million de dollars, enfin 1 million de livres, excusez-moi, plus des bonus pour le joueur qui joue actuellement à Hull City. Vancouver a officialisé le départ de Pedro Vite, mais a officialisé l'arrivée de Kenji Cabrera du club péruvien de Melgar, qui le remplace poste pour poste. Concernant Blackmon, donc il a eu une douleur aux ischio-jambiers, il a dit qu'il se sentait bien et qu'il devrait être prêt pour le week-end prochain. On rappelle qu'il est actuellement au All-Star Game, ça a l'air d'aller. Par contre, la grosse tuile, c'est que Ranko Veselinovic, qui s'est blessé le week-end dernier sur un choc en première mi-temps à San Diego, s'est fait les croisés, donc très mauvaise nouvelle. Donc compliqué Vancouver, qu'à part Ryan Gaul qui n'est pas encore revenu, Veselinovic qui se fait les croisés, Pedro Vite qui part, donc il y a toujours un petit temps d'adaptation qui va être à faire pour Cabrera, mais voilà, j'ai confiance en eux, en leur force collective.
Du côté des Colorado Rapids, donc ça y est, ça a été officialisé tout à l'heure, Chidozie Awaziem, le défenseur central, retourne à Nantes où il a déjà joué pour 1,5 million d'euros. Il signe pour 3 ans à Nantes, de ce que j'ai compris. Et les Rapids sont en train de finaliser l'arrivée d'Alexis Magnona d'Estudiantes, donc c'est un ailier, 22 ans, qui sera une initiative U22. Également vous dire que Adam Baudry, le gardien, qui était très prometteur, a été prêté à l'équipe réserve, qui joue en MLS Next Pro, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de saison pour qu'il ait du temps de jeu. Et les Rapids ont racheté le contrat de l'énorme fraude qui était Kevin Cabral, l'ancien joueur de Valenciennes, qui était un DP. Et ça va libérer de la place parce que clairement Kevin Cabral était un flop monumental en MLS. On passe à Salt Lake qui serait proche de signer enfin l'attaquant qu'il cherche, Victor Olatunji du Sparta Prague pour environ 2,5 millions de dollars et ce serait un DP. Du côté de Dallas, ça recrute également Lucius Dixon a signé, donc c'est un joueur qui arrive d'Odense, hein, alors d'Odense je dis pas de bêtises, c'est au Danemark, qui signe jusqu'en 2028 avec des options pour 2029-2030. C'est un joueur haïtien qui vient d'arriver du coup à Dallas. Et ils sont également en train de finaliser l'arrivée d'un joueur de Norvège, donc Christian Capis, qui est milieu de terrain. Et le joueur avait été formé un petit peu du côté de Dallas à l'académie. Houston avait eu les droits. Il était allé ensuite en Europe et il va revenir du côté de Dallas. Passé sous le radar également de mon côté, c'est que Lucho Acosta était indisponible pour le match du week-end dernier pour des raisons personnelles. Le club a dit qu'il le soutenait pleinement et qu'ils attendaient avec impatience son retour. Alors, je mets de côté le souci personnel, c'est quand même un joueur qui a coûté plus de 10 millions, non 10 millions je crois, au départ de Cincinnati, qui est en train de se faire, Evander est en train de vite le faire oublier, même si Lucho restera là, une légende à Cincy, mais en tout cas, une énorme déception à Dallas, que Lucho Acosta, Petar Musa, ça n'est pas cliqué, voilà. Du côté de Saint-Louis, donc ils ont signé Jaziel Orozco, le jeune milieu de terrain qui fait des très très bons matchs actuellement, jusqu'à 2025 avec des options pour les 3 saisons suivantes. Et ils ont également recruté Sang Bin Jang de Minnesota. Alors là, je trouve que lui, je suis très très déçu du côté de Minnesota, vraiment très surprenant. Il signe à Saint-Louis pour l'initiative U22 jusqu'à la fin 2025 avec une option pour 2026. Minnesota garde un pourcentage à la revente, mais c'est surtout que c'est un transfert en cash pour 1,6 million de dollars et 400 000 euros de bonus atteignables. Complètement fou pour un joueur qui m'a absolument pas transcendé. Je me pose beaucoup de questions sur Saint-Louis, qui avait très bien démarré lors de sa saison d'expansion, mais qui depuis a beaucoup de mal à confirmer. Portland, donc Juan David Mosquera a reçu des intérêts d'Anderlecht et du Spartak Moscou. Il est en contrat quand même jusqu'en 2027. Voilà, c'était une rumeur mercato. Beaucoup de rumeurs mercato dans cet épisode, vous le remarquerez. Phil Neville a également dit que la blessure à l'adducteur de David Dacosta est un problème mineur. Et il a dit mineur 3 fois. Donc c'est qu'à mon avis, il va être disponible dès ce week-end. Du côté d'Austin, alors là, Austin, il y a à boire et à manger, hein. Les mecs qui suivent Austin, ils balancent des rumeurs à longueur de journée. Au début, c'était assez, comment dire, assez reliable, punaise, assez fiable. Et je me vais à parler anglais, c'est grave. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ils balancent plein de rumeurs, mais il n'y a pas grand-chose qui se produit. Là, donc, il y a des rumeurs sur un arrière central, Mateja Dordevic, du Baka Topola, donc 22 ans, ce serait 1 million d'euros de transfert. Il y a eu un démenti de Tom Bogert concernant Coventry et un soi-disant transfert tout fait pour Dani Pereira. Il n'y a pas de communication entre les deux clubs, je ne sais pas qui a sorti ça. Kevin Andrade, donc, qui est un joueur qui a reçu des offres d'Orlando pour un prêt d'un an et une option d'achat. Et Austin a fait une offre de 3 millions. Fortaleza, ils veulent le prolonger, ils veulent revoir sa situation suivant le nouveau coach, mais voilà. Austin, je comprends pas le fait de vouloir recruter défensivement alors que tu es déjà très solide défensivement. Remplace donc Brandon Vasquez et trouve-toi un milieu de terrain un peu plus créatif. Du côté de San José, la Real Sociedad a fait une offre pour le Nico Tsakiris, le milieu de terrain de 20 ans, qui a déjà fait 68 matchs avec l'équipe première. Mais San José a refusé l'offre, donc à suivre s'ils vont continuer à se positionner dessus. La Sociedad a l'air d'avoir une cellule de recrutement bien implantée aux États-Unis, puisque ça fait quand même pas mal de pistes qui suivent, dont Diego Luna aussi. Ah non, c'est le Betis, excusez-moi, qui est sur Diego Luna, mais en tout cas, l'Espagne surveille de plus en plus la MLS.
Montréal, le marasme de Montréal, est-ce qu'on peut le dire? Alors ce matin, il y a eu une lettre des propriétaires adressée aux fans et aux supporters pour leur dire ils comprenaient que leur déception était logique, qu'ils allaient faire des gros noms sur le mercato. Moi, je pense que Donadel va pas tarder à sauter, malheureusement. En tout cas, voilà, il y a eu des discussions pour un éventuel départ de Sirois entre Montréal et Montpellier, mais le DS de Montpellier, qui est venu l'observer, aurait également d'autres pistes parce que Mohamed TER a dit que est-ce que Sirois allait se faire? Apparemment, c'est pas prévu. Il y a d'autres pistes. Mandanda, moi j'ai entendu que Montpellier le pistait. Montpellier, on rappelle, c'est Ligue 2, hein. Je voyais des supporters montréalais me taguer un peu en mode bah tu vois, il est pas si mauvais. Ouais, c'est de la Ligue 2. Et pour moi, c'est le plafond de Sirois qui n'est pas un gardien qui a le niveau de jouer en Ligue 1. Marc Donadel nous a également dit que Samuel Piette, après un mauvais coup à Philadelphie aux côtes, qu'il a essayé de jouer mais que c'était trop compliqué. Fabien Herbers a joué la moitié de la rencontre, il est blessé aux ischio-jambiers. Montréal a trouvé apparemment le remplaçant. Bah non, mais c'est même. Ils l'ont trouvé le remplaçant de George Campbell qui est parti. Donc c'est Efrain Morales, le défenseur central d'Atlanta, pour 450 000 euros, enfin, dollars de gamme, avec 350 000 de bonus. Atlanta garde un pourcentage à la revente. Atlanta, vous êtes complètement idiot. Vous avez perdu George Campbell, qui est parti à Montréal, qui a été le meilleur défenseur de Montréal, un des meilleurs défenseurs de la ligue dans une équipe qui est à la rue complet. La défense d'Atlanta est nulle à chier. Ils ont laissé partir leur meilleur défenseur. Il est aujourd'hui parti pour 3 millions et quelques en Angleterre. Et là, Efrain Morales, le seul qui a du potentiel, le meilleur défenseur sur tous les matchs qu'il a joué. Il le laisse se barrer pour 3 francs 6 sous à Montréal, qui va faire comme avec Campbell, leur vendre dans 2-3 ans en Angleterre et faire une belle plus-value. Bref, Atlanta, c'est n'importe quoi ce club. C'est pas normal, t'es le quatrième plus gros budget de MLS, tu es avant-dernier, tu perds tous tes matchs, t'as Miguel Almiron, Emmanuel Latlas, Miranchuk, à 3 qui t'ont coûté 50 bars. Euh, c'est une catastrophe ce club. Vous savez, je supporte Atlanta en MLS, je ne regarde plus leurs matchs. Si j'ai regardé la première mi-temps ce week-end, j'ai vu que Charlotte égalisait, j'ai pas regardé la deuxième, j'ai dit bah de toute façon ils ont perdu. Atlanta, mentalement, il y a un problème. C'est une équipe qui est à la rue mentalement, qui se retrouve pas sur le terrain. Je pense que le coach, c'est une erreur de casting. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pris. C'est bref. Écoutez, on repasse à Montréal. Donc Montréal, les dernières infos de mardi, donc c'est que Opoku était malade mais de retour à l'entraînement, mais que c'est Owuzu qui était absent hier et qui est malade. Piet, il était à l'aise, il faisait de la course à pied, mais il risque de bientôt revenir. Herbert, c'était le seul joueur qui était blessé et absent de l'entraînement. Donc voilà, Montréal, il y a quand même pas mal d'infos grâce à Maxime Truman comme d'habitude. Du côté de Cincinnati, donc Miles Robinson et Evander sont absents parce qu'ils sont au All-Star Game. Denki, Engel, Yuya Kubo, Obinan Nwobodo, eux sont absents pour raison de blessure. Et il n'y a pas eu de signe d'Etchenike, la recrue qui a été ajoutée à l'effectif, mais qui attend certainement son visa pour valider sa présence. Du côté de Philadelphie, donc c'était dans les tuyaux depuis quelques mois, qu'Avan Sullivan s'envole pour l'Angleterre et rejoint le camp d'entraînement de Manchester City. Il devrait rejoindre Manchester City en 2027. Mais cet été, Manchester City veut le voir, donc il sera avec l'équipe première sur la tournée d'été, donc c'est quand même à souligner pour un très jeune prospect de MLS. Du côté de Chicago, c'est tombé tout à l'heure, donc Chicago aurait fait une offre pour Patrick Berg, qui a joué un petit peu à Lens, mais qui est surtout une star à Bodo Glimt, de 10 millions d'euros pour en faire un DP. Moi, je me souviens qu'ils jouaient en même temps que Zinkernagel à Bodo Glimt, donc ils ont dû voir que Zinkernagel ça matchait bien, ils cherchent un DP. Et Patrick Berg, voilà, au milieu de terrain, c'est un joueur très très intéressant et ça ferait vraiment beaucoup de bien à Chicago, qui a pas mal de déceptions avec Kelly Acosta, Kwame, qui sont tout le temps blessés au milieu. Du côté de Seattle, je vais en remettre une couche sur mon pote Brian Schmetzer. Savez-vous que Joao Paulo, le club a communiqué comme quoi il s'était fait les ligaments croisés décroisés dernièrement? Eh bien, figurez-vous qu'au moment de l'opérer, quand ils ont ouvert, il y avait le ligament croisé qui était intact. Donc, ils ont fait un petit nettoyage au niveau du ménisque et tout, ils l'ont nettoyé. Et bah, mon Joao Paulo, pardon, il va être très rapidement de retour. Mais c'est quand même un scandale, hein, la cellule médicale de Seattle. Entre ça, là où le mec, tu lui ouvres le genou, bah, ah merde, il y a son croisé qui est en place. Bon, on va quand même nettoyer le genou. Enfin, je pense qu'ils l'ont nettoyé parce qu'ils y étaient.
mais tu communiques et tu signales que le mec s'est fait les croisés, c'est au moment de l'opérer où tu te rends compte qu'il n'y a rien. Jordan Morris, il s'est blessé à l'épaule. Le mec, il a signé 10 pistes cet hiver. C'est un fiasco. Il passe son temps à l'infirmerie. Pedro de la Vega, il est blessé à 24. Un fiasco. Bref, Seattle, je pense que ça va pas durer très longtemps les résultats positifs s'il continue à bosser dans ce sens. Et surtout, s'il garde Brian Schmetzer et son staff. Pour moi, il y a un gros problème. Là, ça commence à râler, je vois, dans les suiveurs de Seattle qui commencent à dire clairement qu'il y a des matchs qui sont perdus à cause du coaching de Schmetzer. Schmetzer, c'est comme Pete Vermes. Laisse ta place à un nouveau coach. Seattle, depuis quelques années, depuis 2 3 ans, bon, ils ont eu la CONCACAF Champions Cup, ok, mais c'est quand même une équipe qui est placée, mais qui est jamais au bout, qui est tout le temps en quart de finale, cinquième de conférence, 3 4e maximum. Voilà. Bref, pour moi, il y a beaucoup mieux à faire pour Seattle. À l'instant où j'enregistre, Colorado Rapids, c'est Tom Boggers qui le dit, a signé le défenseur central de Crystal Palace, Rob Holding. Donc voilà, ils ont remplacé Shidozi Awaziem tout de suite. Dans les divers, oui voilà, je vous parlais tout à l'heure, il y a 3 clubs de MLS qui s'intéresseraient à Adriano Bertaccini, qui est un attaquant donc de Pro League en Belgique. Il n'y a pas d'offre concrète, mais LAFC, NYCFC et Salt Lake sont sur le dossier. Voilà. Voilà pour les infos de la semaine, pas mal d'infos mercato et ça va continuer à s'accentuer. On va passer maintenant tout de suite au match-up du week-end. Allez, c'est parti. Cette semaine, un peu spécial, des matchs dans la nuit de vendredi à samedi et d'autres dans la nuit de samedi à dimanche. Ça veut dire 2 nuits de MLS, 2 nuits où tu dors pas beaucoup en gros, enfin me concernant. Donc le premier match dans la nuit de vendredi à samedi, ça on va passer sur les matchs à 1h30. Donc c'est Columbus qui reçoit Orlando, Columbus 4e 44 points, Orlando 6e 38 points. Columbus, c'est très très solide cette saison, vous le savez. Deuxième à l'Est, à domicile. Une seule défaite, toute compétition confondue à domicile cette saison. C'est 9 victoires, 4 nuls, une défaite. Et la défaite, c'était face à Miami. Ils ont mis au moins 2 buts dans 6 de leurs 8 derniers matchs à domicile. Et Diego Rossi, face à Orlando, c'est 4 buts sur les 4 derniers matchs. Il a marqué dans 3 des 4 matchs. Donc, clairement, petit match-up sympa sur le papier pour Columbus. Puisque Orlando va beaucoup moins bien quand même. Ils ont gagné à Boston face aux Ravs, mais avant, c'était 4 matchs sans victoire. Mais il reste quand même 5e à l'extérieur avec la deuxième meilleure défense de la conférence Est à l'extérieur. 13 buts encaissés en 12 matchs. Et ils sont invaincus depuis 4 matchs à l'extérieur, 3 victoires, 1 nul, une seule défaite sur leurs 12 derniers déplacements. Donc c'est 5 victoires, 5 nuls, une défaite. Donc match-up pas si sympa pour Columbus, si vous êtes allé au bout de l'explication. Je pense quand même que Columbus va s'imposer. Avec moi, je mettrai un Diego Rossi décisif. Chambost, très intéressant puisqu'il tire les coups de pied arrêtés. Le but des deux équipes a eu lieu dans 6 des 9 derniers matchs entre les deux équipes. Donc attention, peut-être pas de clean sheet sur ce match. Même si Orlando est souvent solide, Columbus ça marque régulièrement dans tous ses matchs et ça tient pas un clean sheet. On passe à New England qui reçoit Montréal, donc pareil à 1h30 samedi. Deux équipes qui sont dans le très très dur et deux coachs qui semblent menacés. Les Ravs, ils ont une victoire sur les 14 derniers matchs. C'est une victoire, 6 nuls, 7 défaites et 0 victoire depuis 8 matchs. Ils vont avoir Carles Rill qui aura fait le All-Star Game, peut-être un peu de fatigue pour leur maestro. Et ils ont encaissé au moins 2 buts dans leurs 7 derniers matchs. Pas dans le 7 de certains, dans 7 derniers matchs, ils ont pris 2 buts, les Ravs. Donc, une défense complicado. Montréal, c'est quand même l'équipe la plus faible, on va dire, en qualité de la MLS. Ils ont une victoire sur les 7 derniers matchs, 4 défaites, 2 nuls, une victoire. Ils ont pris au moins 2 buts dans 8 de leurs 11 derniers matchs. Donc voilà, clairement, c'est un match, je vous annonce, ne jouez pas le clean sheet. Moi, je dis Carles Rill intéressant, Prince Owuzu, s'il est de retour de sa maladie, enfin de ce qu'il a. Et je dirais, allez, un petit Chancalay intéressant sur son côté, Campagna également. Donc voilà, quand même avantage à New England, mais j'y mets pas ma main au feu. On passe au match de 2h30, donc dans la nuit de vendredi à samedi, c'est Dallas qui reçoit NYCFC. Dallas n'a plus battu NYCFC depuis 2015, 7 matchs, c'est 4 nuls, 3 défaites. Ils ont stoppé l'hémorragie la semaine passée avec un nul, une victoire sur les 2 matchs. Et mine de rien, ces 2 matchs où qui était absent? Eh ben Lucho Acosta qui a été suspendu en midweek et absent pour raison personnelle le week-end.
Donc, sans Lucho Acosta, c'est une équipe qui a l'air de tourner plutôt pas mal. Mais il reste tout de même dernier de la conférence Ouest à domicile avec 8 points en 11 matchs et deuxième pire au général juste devant Montréal. Donc voilà. Euh, pour moi, Petar Musa quand même en grande forme à surveiller. Il est impliqué sur les 5 derniers buts de Dallas avec 4 buts, une assist. Et il semble vraiment être de retour au plus haut niveau. Est-ce que c'est le mercato qui le chauffe un peu? Il se dit je vais sortir du bourbier de Dallas. Mais voilà, quelques questions se posent. Donc NYCFC, ils sont sur une plutôt bonne dynamique. Équipe difficile à prédire, hein. Franchement, je ne sais pas quoi dire sur cette équipe. Qui peut se faire éclater comme battre n'importe qui. C'est un match pas évident, ils vont dans l'autre conférence. Donc voilà, NYCFC, équipe très imprévisible. Alfredo Morales, intéressant devant. Pas Alfredo Morales, qu'est-ce que je veux dire? Adrian Martinez. Je vous parle d'un joueur qui a Saint-Louis. Donc Adrian Martinez, intéressant devant. Donc à la but pour NYCFC et Petar Musa, pour moi c'est les deux joueurs intéressants. Je ne mettrai pas de clean sheet sur ce match. Même si s'il y a un clean sheet, c'est plus Matt Freese qui risque de le réaliser. On passe à Houston qui joue aussi à 2h30 qui reçoit le Galaxy. Donc Houston c'est très irrégulier, 3 matchs sans gagner, équipe qui est invisible pour moi cette saison. Autant la saison passée j'aimais bien les regarder, mais cette saison j'ai beaucoup de mal. Il n'y a pas grand chose à dire à part qu'ils sont un peu comme New York dont je parlais avant, imprévisibles. Et ils sont tout de même au contact pour viser les playoffs et pas décrocher à 2 points de San Jose. Et les Galaxy, bon eux c'est quasiment cuit mais ils se mettent à regagner, à rejouer. Ils ont arraché le nul dans le El Trafico dans les dernières secondes 3-3, donc ça va peut-être leur donner un peu de peps. Toujours dernier à l'ouest, mais ils sont sur une dynamique, attention, des 5 derniers matchs. Ils sont 5e avec 8 points pris, 10 buts marqués, 8 encaissés. Et depuis le mois de juin, c'est 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Peck, Royce, Pincil, ils sont vraiment revenus à un bon niveau. Donc pour moi, ces 3-là sont à surveiller. But des deux équipes, les plus de 2,5 buts, ça l'est aussi. Du côté de Houston, compliqué de vous sortir à part McGlynn, Ponce qui peuvent être intéressants dans vos jeux. Fantasy Sport. À 4h30, on aura un LAFC qui va recevoir Portland. LAFC, c'est une des meilleures équipes à domicile. Ils ont pris 3 buts dans le El Trafico au dernier match, mais avant, parce que comme je vous l'ai dit, El Trafico, c'est vraiment un match à mettre à part qui est très spécial. Avant ces 3 buts, ils ont la co-meilleure défense de MLS avec Nashville. Invaincu depuis 4 matchs contre Portland. Banga, c'est 2 buts, une assist sur les 2 derniers matchs contre Portland. Et il est surtout impliqué dans 12 des 15 derniers buts de LAFC. 9 clean sheets à domicile, toutes compétitions confondues pour LAFC cette saison avec 14 matchs joués. Portland, ils vont retrouver Dacosta en forme, mais bon, ils sont sur 4 défaites de suite à l'extérieur, une seule victoire sur leurs 7 derniers déplacements, durant lesquels ils n'ont mis que 4 buts. Et 2 étaient contre Tacoma, qui est la réserve de Seattle en coupe, donc c'est pas forcément terrible et ils ont failli se faire sortir en étant menés. Ils gagnent 3-2, ils étaient menés 2-1 et ils marquent à la 80e et la 93e. Donc avantage large pour LAFC, Bouanga Ordaz décisif, Dilrosun qui a signé intéressant et je dirais un clean sheet de Hugo Lloris qui paraît tout à fait possible. On passe à San Diego qui joue à 4h30 également. Donc celui-ci me plaît. Ils reçoivent Nashville. San Diego, 3e match de suite à domicile. À la surprise générale, ils ont pris qu'un point la semaine passée face à Toronto et Vancouver. Donc défaite face à Toronto, nul à Vancouver. Enfin nul face à Vancouver chez eux. Petit coup d'arrêt. Lozano, Dreyer, ils ont pas mal croqué mais pas été décisifs. 3 matchs sans gagner, 2 défaites, 1 nul. Deuxième meilleure attaque quand même avec 47 buts derrière Miami, 49. Toujours leader de la conférence. Et ils vont recevoir le leader de la conférence Est. En effet, le leader à l'Est, c'est Nashville. Et quelle équipe, toute compétition confondue cette saison, c'est 17 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Une défaite contre Miami sur les 18 derniers matchs, sinon c'est 4 nuls, 13 victoires, c'est une folie. Ils ont fait 5 clean sheets sur leurs 8 derniers matchs. Avant de perdre contre Miami, ils étaient invaincus à l'extérieur depuis 7 matchs, donc 5 victoires, 2 nuls, très grosse équipe, bien huilée dans toutes les lignes. Donc c'est le premier match entre les deux équipes dans leur histoire. Deuxième meilleure défense contre deuxième meilleure attaque de MLS. Très compliqué à lire. Mais hors conférence, Nashville peut aller quand même chercher les 3 points à San Diego. Je pense qu'on va avoir des buts. Je vois bien un petit match à 2-2. Dreyer qui revient décisif, Mukhtar Surridge. Parce que c'est quand même une équipe qui a du mal à tenir le clean sheet San Diego. Donc voilà, pour la première nuit, là on passe à la nuit de samedi à dimanche. Donc le premier match à 1h15. Inter Miami, Cincinnati, l'heure de la revanche. Parce qu'on rappelle, il y a une semaine, Miami, il y a 10 jours, a pris 3-0 à Cincinnati. C'est 12 points sur 15 possibles pour les deux équipes sur les 5 derniers matchs. Elles se suivent vraiment en termes de dynamique.
Miami, ils sont menés par Messi qui est impliqué dans 11 des 13 derniers buts. Mais Miami, c'est 0 clean sheet sur les 15 derniers matchs de MLS. Donc compliqué. 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers matchs à domicile pour Miami. Et ils n'avaient pas marqué contre Cincinnati, ça il faut le noter. Donc Cincinnati, ça va être le duel quand même, Evander qui va être face à Messi acte 2. Evander, il est impliqué dans 10 des 13 derniers buts de Cincy. Donc vous voyez, Messi c'est 11 des 13 derniers buts, Evander 10 des 13 derniers buts. 2 clean sheets sur les 2 derniers matchs et pas des moindres quand même à Salt Lake et en recevant Miami. Ils sont sur 4 victoires de suite à l'extérieur, Cincinnati, donc c'est un match qui s'annonce ultra intéressant. Ne pas le louper si vous voulez voir un match ce week-end, c'est celui-ci. Clairement, Messi, Evander, le duel à distance. Vos défenses, vous les mettez de côté sur votre jeu de fantasy comme Sora et vous allez plutôt sur les attaquants. Denki va pas être là, donc ça peut peser un peu. Ça va être Kei Kamara, je pense qu'il va être titulaire. Donc voilà, un match qui s'annonce magnifique à regarder. Atlanta va recevoir Seattle à 1h30 dimanche. Donc qu'on se le dise, Atlanta c'est 4 défaites, 3 nuls. Sur les 7 derniers matchs, le coach doit se faire virer. Mais comme Atlanta d'habitude, il traîne. Il y avait du mieux le week-end dernier. Jusqu'à la 30e avant de sombrer en fin de mi-temps et le reste du match. Les joueurs n'y arrivent pas. Comme je t'ai dit, mentalement ils sont cuits. C'est un seul clean sheet sur 12 matchs à domicile cette saison pour Atlanta. Mais en face c'est Seattle qui est quand même très moyen à l'extérieur. Qui est 9e à l'ouest avec 19 buts encaissés sur 11 matchs et seulement 10 buts marqués. Donc c'est un match où je vois bien des buts. Je pense que les deux équipes vont scorer parce qu'Atlanta ne sait pas garder un clean sheet à domicile et pareil pour Seattle à l'extérieur. Les deux équipes jouent sur synthé, donc pas d'adaptation pour Seattle, c'est aussi à relever. Et je vois bien moi Almiron Rusnak intéressant dans les jeux fantasy pour les joueurs de Sora. On passe à Charlotte qui reçoit Toronto. Donc Charlotte a bien relancé la machine avec 4 matchs sans défaite, 3 victoires de suite. Pep Bill qui est magique, qui est impliqué dans 10 des 11 derniers buts. Ils retrouvent leur domicile après 4 matchs à l'extérieur. Enfin, je vous dis des bêtises, non. Ils retrouvent la maison où ils sont invaincus depuis 4 matchs. Donc 3 victoires, 1 nul. Toronto face à eux, c'est quand même une équipe qui est chiante à jouer. C'est vraiment un traquenard Toronto parce qu'ils peuvent taper tout le monde comme ils l'ont prouvé face à San Diego. Charlotte reste quand même favori pour moi. Bill, je le vois bien décisif en priorité. Après, vous avez Zaha, Toklomati, clean sheet de Kalinja possible, mais voilà. Attention Toronto qui peut embêter quand même toutes les équipes, qui a quand même tenu Nashville la semaine dernière avant de s'incliner 1-0. DC qui va recevoir Austin. Alors là, clairement, l'avantage du fait que ce soit mon podcast, c'est que s'il y a un match où j'ai pas envie de parler parce qu'il m'intéresse pas, je peux le faire. Et c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de parler de ce match. D'ici, c'est 7 défaites, 1 nul sur leurs 8 derniers matchs. Ils ont changé de coach, donc ça paye pas encore parce qu'il n'est pas encore arrivé. Austin à l'extérieur, c'est très compliqué, franchement. C'est le match à éviter. Pour les joueurs, même Benteke, je vous déconseille à le mettre. Et vraiment, c'est un match que vous oubliez et que je vous invite pas à jouer ce week-end. On passe à Philadelphie-Colorado, ça m'intéresse un peu plus parce que Philadelphie est invaincu depuis 12 matchs, toutes compétitions confondues à domicile. Ils avaient fait tourner quasiment toute l'équipe le week-end dernier en vue du All-Star Game et de la fatigue et ils ont réussi à s'imposer. Colorado, c'est 0 victoire à l'extérieur depuis 8 matchs, donc c'est 5 défaites de nul. Ils ont pris au moins 2 buts dans ces 8 matchs et 3 buts dans 3 de ces 8 derniers matchs. Donc c'est quand même très compliqué les Rapids à l'extérieur. Pour moi, dans aucun monde, Philadelphie ne gagne pas ce match. Je vois bien le clean sheet de Blake, donc Wagner, Macagna, Ariel. En défense, c'est très intéressant. Baribo devant. Vraiment, même Dan Jean-Jacques, ça peut être intéressant. Vasiliev. Vraiment, le stack Philadelphie est très intéressant pour moi ce week-end. Chicago, à 2h30, va recevoir les Red Bull New York. Chicago, c'est quand même irrégulier, comme je l'ai dit. Ils le payent, puisqu'ils sont à 1 point des playoffs. Et justement, ils reçoivent les Red Bull New York qui sont l'équipe juste devant. Donc Chicago, c'est 4 victoires, 4 défaites, 2 nuls, 1 victoire sur les 7 derniers matchs. Et leur dernière victoire, c'était quand même contre Montréal. Donc ça veut dire que sur ces 7 derniers matchs, ils ont une victoire et c'est Montréal. Ils reçoivent les Red Bull New York, donc 9e à 33 points. Et eux, comme je le dis, ils ont 32 points. Mais ils ont pris que 10 points sur les 10 matchs qu'ils ont joué à domicile cette saison, ce qui n'est pas beaucoup. Zinkernagel, attention, très efficace à l'extérieur, mais beaucoup moins à domicile parce qu'il a contribué à 19 buts, mais seulement 4 à domicile. En face, donc les Red Bull New York, vous le savez, c'est des cancres à l'extérieur, c'est 7 points en 12 matchs à l'extérieur et 17 buts encaissés pour seulement 8 inscrits donc sur 12 matchs. C'est la deuxième pire attaque de MLS à l'extérieur après Atlanta.
Ils ont pris 8 buts en 2 matchs, donc 5 contre Miami et 3 contre les Ravens. Donc je vois quand même un avantage pour Chicago avec Zinkernagel, Kuipers qui peuvent être intéressants offensivement. Mais attention, je n'irai pas sur des clean sheets. En face, je dirais Choupo-Moting intéressant, même s'il y a toujours Forsberg. À 2h30, on a aussi Saint-Louis qui reçoit Minnesota. Donc Saint-Louis, c'est vraiment une équipe malade qui a pris au moins 3 buts sur 4 de 6 derniers matchs. C'est compliqué d'en dire du positif. Minnesota, on va en dire du positif. 3e à l'ouest, sont sur 4 victoires de suite contre Saint-Louis en leur mettant chaque fois 3 buts. Donc pour moi, il y a une stat, c'est que Pereira, il a fait 4 de DS, score décisif en 2 matchs contre Saint-Louis. Donc pour moi, Minnesota peut aller s'imposer. Oluwasei, Yeboah, Pereira, très intéressant. Je ne sais pas s'ils gardent le clean sheet, donc éventuellement Artel en face, mais beaucoup de mal à dire qu'Artel va relever le niveau de l'équipe cette saison, au point où elle en est et où il en est. Salt Lake reçoit donc San Jose à 3h30. Salt Lake a fait une fin de série d'investibilité face à Cincy la semaine dernière. Ils sont relativement solides chez eux avec 11 buts encaissés en 11 matchs. Face à eux, ils ont une très grosse attaque, mais San Jose, c'est une victoire en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Ils restent 5e à l'extérieur, 17 buts pour, 25 contre en 12 matchs. Ça encaisse quand même beaucoup. Mais ils ont marqué dans 10 de leurs derniers matchs. Dans leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ça, c'est intéressant. Mais ils n'ont pas gardé un seul clean sheet. Donc vous voyez, c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Opposition de style, donc là avec une équipe solide à domicile et une autre qui a plus de mal à l'extérieur. Moi j'irais plutôt sur un Diego Luna décisif et j'éviterai de jouer quand même les équipes, les joueurs de San Jose. Et le dernier match donc, qui se jouera en même temps, c'est Vancouver qui reçoit SKC. Vancouver qui avait fait 3 matchs à l'extérieur, qui revient à domicile. Gros bilan chez eux sur les 9 derniers matchs à domicile. C'est 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Ils ont perdu Veselinovic, ils ont Pugo, ils ont Vite qui est pas là, des Koubé blessés. Mais ils ont une force collective. Et pour moi, ils ont une équipe très irrégulière face à eux, qui a une dynamique plus que correcte quand même à l'extérieur, mais qui encaisse beaucoup avec 18 buts en 11 déplacements. Donc Brian White est un pic très intéressant. Et bien voilà, on a fait le tour des match-up un peu, on va passer donc aux pics qui sont pour moi intéressants au fantasy, et il y en a quand même quelques-uns malgré une journée pas évidente. Attention au All-Star Game, ou à ceux qui vont participer. Donc voilà, pour les gardiens, moi d'intéressant, je note Blake, bien sûr, impérativement, Kalinja, Ivasic, l'est quand même, et Lloris. En défenseur, vous avez le stack de Philadelphie, donc Wagner, Ariel, Macagna, le stack des Revs. Je l'avais noté, mais quand j'y pense, ça paraît quand même compliqué vu la dynamique. Du côté de l'AFC, Hollingshed et Palencia peuvent être intéressants. Malanda à Charlotte et Gutman à Chicago. Offensivement, ça peut délivrer des caviars et des centres intéressants pour les attaquants. Sur les milieux, Carles Hill, Chambost, Diego Luna, Almiron quand même, parce que j'ai du mal à voir Seattle tenir le clean sheet. Donc Krusnak en face. Pereira du côté de Minnesota et bien sûr Pep Bill à domicile. Sur les attaquants, écoutez, du classique Messi, Bouanga, Petar Musa, Dreyer Lozano, ça peut, Ordaz à LAFC, Wilfried Zaha, Toklomati intéressant également, Zinkernagel et Brian White. Et bien écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Épisode intéressant parce qu'on est sur la dernière journée et après on va avoir la Leagues Cup qui commence le 31. Donc la Leagues Cup, ça veut dire qu'on n'a pas de match vu qu'il y a les matchs de poule jusqu'au 10 août. Sur le mois d'août, j'essaierai de vous faire des épisodes plus orientés mercato. Je suis pas sûr d'avoir le temps clairement avec les vacances tout simplement. Donc je vous tiendrai au courant sur X. En tout cas, un grand merci à tous qui le suivent. Vous êtes de plus en plus à suivre le podcast. N'hésitez pas à le noter, à le commenter, ça fait toujours plaisir et à le repartager sur X. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de MLS Time.